Voilà, c'est le cours sur les réactions de complexation. C'est quand un atome métallique se fait entourer par des molécules qu'on appelle ligands. Donc vous avez un atome central que j'appelle A, grand A, et cet atome central métallique, il va être entouré par des atomes ou des molécules ou des ions qu'on appelle les ligands. Et les ligands, je les note L. Alors, la liaison qu'il y a entre l'atome central et les ligands, ce n'est pas une liaison covalente, ce n'est pas une vraie liaison comme on représente avec un trait d'habitude, c'est une liaison qui est intermédiaire entre la vraie liaison covalente et juste l'interaction de Van der Waals, c'est-à-dire le fait d'être à proximité de l'atome, mais pas faire une vraie liaison. Alors, ces complexes, on les note avec l'atome central. Et même s'il avait une charge, la charge, elle apparaîtra à la fin à l'extérieur. Les N ligands, on va les noter comme ça, avec L, parfois entre parenthèses, si c'est par exemple une molécule H2O. N, c'est le nombre de ligands. Et à l'extérieur, la charge complète. Donc, on le note, c'est une convention avec des crochets. Des crochets à l'extérieur et puis il y a la charge en plus en exposant. Alors, il arrive des fois dans les énoncés qu'on ne mette pas ces crochets à l'extérieur. Mais ces crochets, ce n'est pas une concentration, c'est juste la notation du complexe. Alors, le nombre de liaisons formées par l'atome central, c'est-à-dire le nombre de ligands qu'il y a autour, des fois on appelle ça l'indice de coordination. Et au maximum, on peut avoir 6 atomes autour qui s'accrochent, ou 6 molécules. Ça va de 1 à 6. Alors l'atome central, c'est un élément métallique qu'on appelle acide de Lewis, parce qu'en fait, il a des orbitales vides, et les ligands qui vont avoir des doublés non liants, ils vont venir remplir ces doublés, enfin ces cases vides qui étaient un manque en fait d'électrons. Alors des exemples d'atomes centrales, vous avez l'atome de fer, mais il peut y avoir aussi les ions du fer. Donc vous pouvez avoir soit le fer neutre, soit les ions du fer. Le cobalt aussi, il peut intervenir soit en étant neutre, soit en étant ionique, etc. Donc il va y avoir pas mal d'exemples et la charge de l'atome central, ça apparaîtra en majuscule à la fin, c'est le nombre d'oxydation. Donc ça, on verra ça après. Alors les ligands, c'est les molécules ou les anions qui s'accrochent sur l'atome central. L'atome central, je l'appelle A dans le cas général. Et les ligands, ils vont compléter les orbitales vides de l'atome central de manière à, un peu comme si on voulait respecter la règle de l'octet. Donc on appelle ça des bases de Lewis, puisqu'ils vont donner un doublé non liant. Alors les exemples de ligands, les molécules qui s'accrochent, alors ça peut être l'anion Cl-, vous connaissez, l'ion chlorure, mais dans la nomenclature, chlorure, comme c'est négatif, ça s'appellera chloro. Ensuite, ça peut être l'ion cyanure, Cn-, et pareil, cyanure, à la fin, on met la terminaison O. Et l'anion OH- hydroxyde, ça se terminera avec un O. Donc à chaque fois, ceux qui sont négatifs, les terminaisons, ce sera O pour la nomenclature. Alors, comment on va s'accrocher sur l'atome A? C'est avec un doublé non liant. L'ion chlorure, il y a 4 doublés non liants. Il y en a un parmi les 4 qui va faire cette liaison coordinative vers l'atome métallique. Dans le cas de l'ion cyanure, Cn-, la charge, elle est sur le carbone. Puisque l'azote, il a 5 électrons de valence, il a un doublé et puis 3 liaisons, alors que le carbone, lui, il a de base 4 électrons, mais comme c'est Cn-, il a un 5e électron, et donc la charge moins, elle est sur le carbone. Donc l'ion cyanure, c'est par le carbone qui va s'accrocher sur l'atome central, parce qu'il y a la charge moins. Et donc le doublé ici, qui est sur l'azote, lui, il ne se liera jamais avec l'atome central, puisque comme l'atome central, j'ai dit que c'était
soit un métal, soit un ion métallique, les métaux, en général, ils sont plutôt positifs. Et donc, c'est la partie négative qui va favorablement se lier au métal. Et dans le cas de l'ion hydroxyde, c'est un doublé parmi les trois qui va faire une liaison avec l'atome métallique. Alors, le cas des ligands qui sont neutres, là, j'ai donné des molécules. Alors, H2O, l'eau, on va l'appeler aqua. Donc, on aura par exemple un complexe aqua-fer. Donc, l'eau va s'accrocher avec un des deux doublés non liants. Il y en a deux, donc il y en a un qui va s'accrocher sur le métal. NH3, c'est la molécule d'ammoniac. Elle a un doublé, donc c'est forcément celui-là qui va s'accrocher sur l'atome métallique. Et dans le cas du monoxyde de carbone, dans la nomenclature, on va l'appeler carbonyle. Le monoxyde de carbone, il ressemble un peu dans la structure au cyanure, parce que vous voyez qu'il y a une triple liaison, comme ici. L'oxygène, de base, il a 6 électrons. Or là, on en a 5, puisqu'il y a le doublé et puis 3 célibataires qui font les liaisons. Donc l'oxygène, il a perdu un électron, il est chargé plus. Et le carbone, c'est exactement comme dans l'ion cyanure. Il a un électron supplémentaire et une charge moins. Donc le monoxyde de carbone, sur le carbone et l'oxygène, il y a 2 charges, moins et plus. Et c'est du côté négatif qui va venir faire la liaison vers l'atome métallique. Parce que les métaux, je répète, souvent ils ont des charges positives, et les charges positives avec la positive de l'oxygène, ça se repousserait. Donc le monoxyde de carbone, quand il s'accroche sur un métal, c'est par le carbone. Alors tous ces exemples-là que je viens de donner, on appelle ça des ligands monodentates. Ça veut dire qu'ils ont une seule dent, ils s'accrochent une fois. Donc sur l'atome central métallique, l'atome de chlore, il peut s'accrocher qu'une fois. Et après, il peut y avoir plusieurs atomes de chlore autour. Mais chaque atome ou molécule ne s'accroche qu'une fois. Après, on a des ligands qu'on appelle bidentates. Ça veut dire qu'ils ont 2 dents. Ils vont s'accrocher 2 fois sur le même métal, sur le même atome central. Donc, le premier exemple, l'ion oxalate, comme il est négatif, vous voyez, il y a 2 charges moins. Comme il est négatif, il se termine en O. C'est la même nomenclature que tout à l'heure. Quand c'est négatif, ça se termine en O. Alors, je n'ai pas représenté tous les doublés non liants, parce qu'il y en avait trop. Là, il y avait 2 doublés non liants ici sur les oxygènes. Mais comme ils sont neutres, ça va plutôt réagir avec ici, vous avez une vraie charge moins. Sur cet oxygène-là, vous avez 3 doublés non liants et la charge moins, un peu comme si c'était l'ion hydroxyde. Et c'est un parmi les 3 doublés qui va venir s'accrocher sur l'atome central. Et il va y avoir un autre oxygène qui s'accroche sur le même atome central. Donc, vous avez 2 liaisons pour un seul ligand. C'est pour ça qu'on appelle ça des ligands bidentates qui s'accrochent 2 fois. Un autre exemple, c'est malonate. Par rapport au premier, c'est juste qu'il y a un groupe CH2 en plus. Donc, il y a un atome de carbone supplémentaire au milieu, mais c'est le même principe. Il va pouvoir s'accrocher sur l'atome central. Alors, pourquoi on utilisera des fois l'ion oxalate, des fois le malonate? Ça va dépendre de la taille de l'atome central. Si c'est un atome petit, ça veut dire qu'on pourra utiliser cette molécule-là, ça suffira, parce que comme l'atome est petit, on va pouvoir l'encercler, entre guillemets, plus facilement. Alors que si vous prenez un atome qui serait beaucoup plus gros, avec cette géométrie-là, les 2 liaisons, elles seraient presque parallèles si jamais vous aviez un atome qui est beaucoup plus gros. Et donc, ça ne pourrait pas être efficace. La liaison serait beaucoup moins solide, si vous voulez. Donc, quand on a un atome plus gros, on va prendre le malonate parce qu'il y a un carbone de plus et donc les 2 oxygènes, là, ils sont plus écartés. Une autre possibilité, c'est avec
deux groupes NH2, on appelle ça l'éthylène, éthylène parce qu'il y a deux carbones. L'éthylène, c'est la molécule CH2, double liaison CH2. Donc éthylène diamine, il y a deux NH2 accrochés sur les deux carbones. Donc c'est le même principe qu'avec amine ici, où vous avez le doublet qui est sur l'azote qui va venir s'accrocher sur l'atome central. Donc du point de vue de l'atome central, il faut que ce soit un atome à peu près aussi gros que quand on utilise celui-là, l'oxalate. Parce qu'il y a à peu près la même géométrie ici, avec les angles par rapport à cette molécule-là. Donc là, c'est quand vous avez un ligand qui s'accroche deux fois. Et comme j'ai dit qu'au maximum, l'indice de coordination, le nombre de liaisons qu'on pouvait faire sur l'atome central, c'était 6. Ça veut dire que si vous avez une espèce qui s'appelle oxalate, par exemple, sur le même atome central métallique, au maximum, on pourra mettre 3 ions oxalate, parce que le nombre de liaisons en rouge, là, il faut qu'il y en ait au maximum 6, et comme il y en a 2 par molécule, en tout, on pourra mettre 3 molécules autour de l'atome central. Donc, quand c'est un monodentate, on pourrait en mettre jusqu'à 6 sur l'atome central, 6 fois le même, alors que quand c'est un bidentate, on pourra en mettre au maximum 3 fois sur l'atome central, puisque chacun, il se lie 2 fois. Et il existe un autre exemple aussi qui s'appelle le DTA. Alors on lui donne le petit nom raccourci EDTA, c'est les initiales qui sont là, parce que quand on dit en entier éthylène diamine tétraacétate, c'est beaucoup plus long à prononcer. Alors la molécule, elle est dessinée ici. On la note souvent Y4-, pareil pour pour écrire plus vite que d'écrire tout ça. Alors on peut voir sur cette molécule qu'il y a 6 doublés non liants qui vont pouvoir faire des liaisons avec un atome central. Donc vous avez les 2 atomes d'azote ici. C'est la même configuration que pour l'éthylène diamine. Le doublet de l'azote, il va vouloir faire une liaison avec l'atome central. Et sur les atomes d'oxygène qui ont une charge moins, c'est la même configuration que ici sur l'ion oxalate. Donc c'est sur l'atome avec une charge moins où on va faire la liaison, alors que celui où il n'y a pas de charge, lui, il ne fera pas de liaison. Donc vous voyez que la molécule, elle est construite éthylène, c'est 2 carbones, c'est les 2 atomes de carbone qui sont là. Sur l'éthylène, on a accroché 2 amines, ça veut dire 2 azotes. Donc l'éthylène diamine, juste ça, c'est la molécule qui est ici. Ah, je m'aperçois que j'ai oublié un M. C'est diamine avec 2 M. Voilà. Donc, éthylène diamine, ça, c'est exactement la même chose que ça. Et sur les 2 atomes d'azote, en tout, on a accroché 4 tétras, 4 groupes acétates. L'ion acétate, c'est CH3, COO-. Donc, on a accroché sur l'atome d'azote un groupe CH2, puisque le H est parti, puisqu'on est lié à l'azote, CH2, CO-. Donc, l'éthylène diamine tétraacétate, lui, on dit que c'est un ligand hexadentate, ça veut dire qu'il va s'accrocher 6 fois sur le même atome métallique. Donc, un exemple, c'est avec l'ion calcium, Ca2+, Ca2+, avec une molécule de DTA. Alors, l'analogie que j'aime bien dire pour décrire cette structure-là, c'est comme une araignée qui replierait ses pattes autour de l'atome central. Et donc, vous avez autour du calcium, là, la molécule qui s'est repliée comme les pattes d'une araignée autour de l'atome de calcium. Et l'atome calcium, il se fait piéger à l'intérieur de la molécule de DTA. Donc, quand on l'écrit de façon plus simple, on appelle l'ion Y4-, il y a 4 charges moins,
les 4 charges qui sont sur les 4 oxygènes. Donc, le calcium plus Y4-, ça fait le complexe. Là, vous reconnaissez l'écriture entre crochets avec la charge à l'extérieur. C'est la nomenclature des complexes. Et donc, on l'a représenté ici. Alors, le DTA, dans quel cas c'est utilisé? C'est dans les TP pour trouver si l'eau est dure. Une eau qui est dure, c'est une eau qui contient beaucoup de calcium et de magnésium. Et à force, dans le lave-linge, il peut y avoir un dépôt de tartre ou de calcaire. Le calcaire, c'est à base de calcium. Et le tartre, c'est un dépôt à base de calcium ou magnésium et de calcium, magnésium et d'acide tartrique. Donc, on peut mettre le DTA à chaque lavage dans les machines à laver. C'est ce qu'on appelle le calgon. Calgon, c'est l'ion EDTA. On met du calgon à chaque lavage, hein, je vous fais de la pub. C'est pour emprisonner les molécules de calcium et de magnésium qui se trouvent dans l'eau. Emprisonner ici comme si c'était dans les pattes de l'araignée. Et du coup, le calcium et le magnésium, pendant le lavage en machine, ces molécules-là ne vont pas pouvoir précipiter avec le tartre et les résidus de lessive. Et du coup, la machine à laver, elle s'entartre moins. Elle est plus propre. Voilà, donc là, vous avez un ligand qui va se lier 6 fois sur le même atome central de calcium. Donc là, il y a un seul ligand, puisqu'on peut faire 6 liaisons. Ce ligand en fait 6. Voilà, donc le DTA, c'est un anion qu'on a construit artificiellement de manière à piéger sélectivement les ions calcium, les ions magnésium. Donc ça, c'est un TP de dureté de l'eau que j'essaierai de vous faire à la rentrée, si on peut faire les TP. Alors, je passe à la nomenclature. Donc, le complexe qui est noté de cette façon, je vous rappelle que A, c'est l'atome central métallique. Il y a N molécules accrochées dessus le ligand. Et puis la charge, on la met à l'extérieur. La charge qu'on a à l'extérieur, ici, c'est 2-. Vous voyez que cette charge, elle est différente de la charge initiale de l'atome métallique. Là, c'était 2+, et à la fin, c'est 2-. Donc, la charge, c'est la charge globale quand on a les charges positives ou nulles du métal et puis les charges négatives ou nulles des ligands. Donc, la charge qui est à l'extérieur. Donc, dans la nomenclature, on commence par donner le nom des ligands. D'abord, on dit les ligands. Ensuite, on dit l'atome métallique. Donc, vous voyez que c'est dans l'ordre inverse de ce qui est écrit là. On commence par les ligands et ensuite l'atome métallique. Alors, quand vous avez plusieurs ligands accrochés qui ne sont pas les mêmes, par exemple, sur une même molécule avec un atome métallique, vous avez à la fois des anions négatifs et des molécules. Dans ce cas-là, si vous en avez plusieurs, il faut commencer par les anions d'abord et les molécules après. Et s'il y a plusieurs molécules ou plusieurs anions, c'est ça que j'appelle dans chaque catégorie, soit la catégorie anion, soit la catégorie molécule. Dans chaque catégorie, s'il y en a plusieurs, on fait l'ordre alphabétique. Donc ensuite, le nom de l'atome métallique, il va dépendre de la charge globale. La charge globale, c'est ça, la charge qui est à l'extérieur. Si la charge globale à l'extérieur, elle est positive ou nulle, supérieure ou égale à 0, alors le métal, il reste tel qu'il s'appelait de base, c'est-à-dire cobalt, fer, cuivre, nickel, etc. Calcium. Si la charge globale à l'extérieur, elle est négative, alors à la fin du nom, on va l'appeler en at. Ça va se terminer avec at. Vous voyez que là, il y en a 2 qui s'appellent at dans le nom. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, s'il y a un E, on l'aura enlevé pour dire at.
Et il va y avoir 3 exceptions de nom. Alors, vous n'avez pas de chance, parce que c'est les ions qu'on va utiliser le plus souvent. C'est ceux-là que, justement, il faut les appeler différemment. Alors, le fer, si on avait dû juste rajouter ate, ça aurait fait fer ate. Là, l'exception, c'est une exception d'écriture, c'est-à-dire qu'on a doublé la lettre R, ferrate, il y a 2 R. Bon, ça, c'est pas très grave comme erreur. Le cuivre, on aurait dû l'appeler cuivre ate, mais comme c'était pas joli, ils ont préféré changer. Au lieu de l'appeler cuivrate, on l'appelle cuprate. Quand c'est négatif, là, il y a du cuivre, mais comme la charge elle est positive, il reste cuivre. On ne l'a pas appelé avec négatif cuprate. Et le nickel, pareil, nickel ate, c'était pas joli, donc ils ont préféré l'appeler nicolate. Voilà. Donc si jamais vous avez le nickel et que la charge globale est négative, au lieu de l'appeler nickel ate, il faudra modifier nicolate. Et à la fin, on écrit la charge de l'atome central métallique. C'est ce qu'on appelle le degré d'oxydation. C'est entre parenthèses et en chiffres romains. Alors, je vous fais 3 exemples. Alors, l'ion CO2+, le cobalt, il peut se lier avec 4 ligands chlorure, c'est le moins, et ça vous donne le complexe qui est écrit là. Donc, vous voyez qu'on a mis entre crochets tout ce qu'on avait attaché ensemble. Donc, le cobalt avec Cl 4 fois, CoCl4. Et à l'extérieur du crochet, on a mis la charge globale. La charge globale, c'est quand vous additionnez toutes les charges qu'il y avait mises en jeu. Donc, il y a 2 charges plus et 4 fois une charge moins. En tout, ça fait 2 charges moins. Alors, comment on va l'appeler celui-là? On commence par les ligands. Il y a 4 fois, vous voyez, on écrit à l'envers de ce qu'on a là. On commence par 4, ça fait tétra. Ensuite, l'ion chlorure, comme il est négatif, on l'appelle chloro. Ensuite, vous avez le métal cobalt. Et comme la charge globale ici, elle est négative, on est dans le cas où il faut rajouter à la fin ate. Donc, ça fait cobalt ate. Et entre parenthèses, à la fin du nom, on met le degré d'oxydation, c'est-à-dire le nombre d'électrons perdus de l'atome central métallique, CO2+, il a perdu 2 électrons. Donc le 2 en chiffre romain, ça vient de ce 2-là et pas de celui-là. Le deuxième exemple, c'est le cuivre avec 4 ligands neutres, la molécule d'ammoniac. Donc là, il n'y a pas de charge. Donc la charge globale, c'est facile, puisque vous avez les 2 plus qui viennent du cuivre et puis rien d'autre accroché. Donc vous avez la même charge ici que celle qu'on avait au début du cuivre, puisqu'un H3 c'est neutre. Donc on l'écrit entre crochets avec la charge à l'extérieur. Et NH3, on le met entre parenthèses pour dire c'est le ligand NH3 qui est 4 fois. Si on n'avait pas mis les parenthèses, ça aurait fait CuNH3 4. On aurait pu penser qu'il y avait H34. Et on n'aurait pas compris que le N aussi, il était 4 fois. Donc, comme c'est le NH3 qui est 4 fois, on met entre parenthèses, et c'est pareil en bas avec l'ion cyanure, on met entre parenthèses CN 6 fois. Donc, comment on va l'appeler? Comme j'ai dit, on commence par la fin. Il y a 4 tétra groupe ammoniac. Ammoniac, on a dit qu'on l'appelait amine. 4 amines, tétraamine. Le cuivre. Comme la charge ici, elle est positive, de plus, positive ou nulle, c'est le métal, il va garder son nom, donc il va rester cuivre. Si jamais on avait eu quelque chose de négatif, à la place de cuivre, on aurait dû dire cuprate.
Mais comme c'est positif, on le laisse sous forme cuivre. Et entre parenthèses, le nombre d'oxydation, c'est le nombre d'oxydation de Cu2+. Là, c'est le même que la charge globale à la fin, parce que NH3 est neutre. Mais c'est bien ici qu'il faut regarder. Et le dernier exemple, avec un ion Fe2+, et 6 ions cyanure. Donc ça, cette réaction-là, c'est ce qui se passe quand vous avez une intoxication au cyanure. Les ions cyanure vont se fixer sur l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une molécule qui transporte l'oxygène dans le corps et qui a une base de fer. Donc, quand on a un empoisonnement au cyanure, le cyanure va bloquer les récepteurs fer de l'hémoglobine et l'hémoglobine ne peut plus charrier l'oxygène. C'est pour ça qu'on s'étouffe en fait. On n'arrive plus à respirer. C'est ce qu'on utilise dans les chambres à gaz, l'ion cyanure. Donc, dans cette réaction-là, alors l'ion cyanure, il est utilisé souvent en chimie sous cette forme FeCN6 parce que comme ce complexe, il est extrêmement stable, des ions cyanure, il y en a très peu qui sont libérés, qui sont à l'état naturel, quoi, comme ça, CN-. Donc, quand on utilise cette molécule au labo, il y a très peu de risques de s'intoxiquer au cyanure parce que comme les complexes sont stables, il y a très peu de CN-. Alors, inversement, à l'hôpital, quand une victime arrive empoisonnée soit au cyanure, CN-, soit au monoxyde de carbone, CO, vous voyez là, CO, ça s'accroche par ce côté, par le carbone. Et dans le cas du cyanure, c'est le même principe, ça s'accroche de ce côté-là. Donc, quand on a un patient qui arrive à l'hôpital empoisonné soit par le cyanure, soit par le monoxyde de carbone, la première chose, c'est qu'on injecte des grandes quantités de fer dans le sang pour essayer de piéger ces molécules qui ont été inhalées, qui sont dans le corps. Donc, on essaie de bloquer ces molécules avec un apport de fer. Et ensuite, on met le patient dans un caisson hyperbare avec de l'oxygène concentré. C'est-à-dire, au lieu d'avoir uniquement 20% d'oxygène comme il y a dans l'air, on met un caisson où il n'y a quasiment que de l'oxygène. Et donc, le but, c'est de rendre réversible cette réaction-là. Au lieu que le fer de l'hémoglobine soit lié avec le poison, c'est-à-dire soit CN-, soit CO, le fait qu'il y ait énormément d'oxygène, cette réaction, elle va se faire à l'envers. Et le fer va récupérer l'oxygène en excès et du coup, le patient, il a à nouveau l'oxygène qui est transporté dans le corps. C'est-à-dire, il peut respirer seul. Bon, donc là, j'ai un petit peu dévié de là où je voulais aller. Donc, la nomenclature, on commence par 6 hexa. Ensuite, il y a le cyanure accroché. Donc, comme c'est négatif, on l'appelle cyano. Ensuite, on met l'atome central, le fer. Et comme la charge globale ici, à l'extérieur, cette charge, elle est négative, le fer, on va l'appeler ferrate. C'est pour ça qu'à la fin, on a rajouté ate parce que c'est négatif. Et entre parenthèses, ici, on met le nombre d'oxydation du fer quand il est tout seul, c'est-à-dire 2. Donc, vous voyez que dans ces 3 exemples, on a toujours le même chiffre 2 en chiffre romain, alors que la charge globale, elle change. Alors, pourquoi on a toujours le même chiffre? Parce que regardez, les 3 cations du début, ils ont tous la même charge, 2+, 2+, 2+. C'est pour ça qu'ici, on a 3 fois le même chiffre romain. Donc ça, c'était pour la nomenclature. Bon, la nomenclature, on ne va pas vous torturer là-dessus. Au pire, il y a juste une question, nommer le complexe. Et si vous ne savez pas le nommer, ce n'est pas trop grave, on va dire. Alors, la géométrie, maintenant. La géométrie, elle dépend du nombre de ligands.
c'est-à-dire du nombre de molécules accrochées. Et ça dépend parfois aussi du solvant. Alors, sur les deux premiers exemples, cobalt avec 4 chlores ou cuivre avec 4 NH3, on a deux géométries qui auraient dû être semblables, c'est-à-dire AX4. Quand vous avez 4 groupes autour, on avait vu ça dans le chapitre sur les molécules, 4 groupes autour, on a une molécule tétraédrique avec 2 atomes dans le plan du dessin, et puis un qui va en avant, un qui va en arrière. Donc normalement, on aurait dû avoir une géométrie tétraédrique. On a constaté dans le cas du cuivre avec l'ammoniac qu'on avait un plan carré. Un plan carré, c'est-à-dire que les 4 molécules NH3, elles seraient dans le plan horizontal ici. Alors comment on a expliqué ça? On l'a expliqué par le fait qu'on était dans une solution avec de l'eau et que les molécules d'eau, H2O, elles se plaçaient de part et d'autre et le doublet non liant de l'oxygène venait complexer aussi le cuivre central. C'est-à-dire que l'atome de cuivre, on va l'écrire sous forme CuNH3 4 fois, mais en réalité, c'est NH3 4 fois, et ici, il faut rajouter H2O 2 fois. Alors, comme on est dans le solvant H2O, par habitude, on ne l'écrit pas, le H2O qui aurait dû se rajouter là. On va laisser CuNH3 4 fois. C'est comme si on n'avait pas écrit le H2O ici. Et on appelle ça un plan carré. Ça veut dire que les 4 groupes, ils sont dans un plan. Et ça fait une croix. C'est-à-dire que si vous reliez les atomes d'azote entre eux, ici, si vous tracez des traits, ça vous fait un carré. Bon, c'est pour ça qu'on appelle ça un plan carré. Et dans le cas où on a 6, c'est le hexacyano, il y a 6 groupes autour. Donc là, je l'ai représenté comme si c'était dans un plan, mais en réalité, ce n'est pas tout dans le plan du dessin, c'est en 3D. En 3D, ça vous donne ceci. Vous avez 2 liaisons sur l'axe vertical, dans le plan du dessin, puis 2 groupes qui vont venir vers l'avant et 2 groupes en arrière. On appelle ça une géométrie octaédrique, ou alors on appelle ça aussi une bipyramide à base carrée. La base carrée, c'est la base qui est dans le plan horizontal, avec la pyramide qui est au-dessus avec ce carbone, et puis l'autre, c'est le plan carré, et le sommet, c'est le carbone qui est en dessous. Donc on appelle ça aussi une bipyramide à base carrée. Donc ça, c'est quand vous avez la géométrie octaédrique, et vous voyez que les angles ici qui sont à 90 degrés, on avait la même géométrie dans le cas de l'EDTA, ici, avec 2 liaisons dans le plan du dessin, 2 qui vont vers l'avant et 2 qui vont vers l'arrière. Donc ici aussi, le calcium avec l'EDTA, on a une géométrie octaédrique, mais avec uniquement un atome au centre et une molécule autour. Les pattes de l'araignée qui se sont repliées sur l'atome de calcium. Vous avez la même géométrie octaédrique avec des angles de 90 degrés. Voilà, donc la géométrie, vous voyez que ça dépend du solvant des fois, puisque là, le solvant, il joue un rôle. Il fait que cette géométrie, elle est avec des angles à 90 degrés, alors que normalement, on aurait dû avoir ça, des angles à 109 degrés. Donc voilà pour la nomenclature et la géométrie. On va passer à un exemple de simulation de réaction au cours d'un dosage. Donc ça, c'est un montage expérimental où vous avez dans le bécher ici une solution de cuivre 2. Cuivre 2, ça veut dire Cu2+. OK. Et puis les ions chlorure Cl-, ils sont là parce que la solution, elle est globalement neutre. On ne pourrait pas avoir Cu2+ et puis rien d'autre. Donc on est obligé d'avoir 2 charges plus et là, globalement, 2 charges moins. Mais les Cl-, ils vont être spectateurs.
Donc ça, c'est dans le bécher. Et on va verser dans ce bécher une solution d'ammoniac. Alors, ammoniac, regardez comment ça s'écrit à la fin. L'ammoniac, c'est une solution de NH3 dans l'eau, alors que la molécule NH3, on l'appelle ammoniac tout seul. Ça, c'est du gaz. NH3, l'ammoniac, c'est un gaz. Mais quand vous avez une solution dans l'eau, on appelle ça ammoniaqueux. Vous reconnaissez ici, aqueux, c'est quand c'est dans l'eau. D'accord? Donc, la solution ammoniac, c'est NH3. Donc, on va simuler la réaction entre Cu2+ et NH3. Ce qu'on a vu précédemment, c'est que Cu2+, il peut réagir avec 4 NH3. Donc, Cu2+ avec, on l'a écrit ici aussi, Cu2+ avec 4 NH3, ça vous fait ce complexe-là, CuNH3 4 fois. Donc ça, c'est ce qui va être tenté par la simulation. Donc on verse NH3 dans Cu2+. Ce qu'on a vu, c'est que Cu2+ réagit avec 4 ligands, NH3, pour donner ça. Donc voici la courbe de répartition des espèces. Donc Cu2+, c'est la molécule qu'il y avait initialement dans le bécher. Donc Cu2+, c'est normal qu'on parte d'une valeur importante et qu'on arrive à 0. Cu2+, c'est le réactif qui va être dosé. Alors si Cu2+ réagissait directement avec 4NH3, on aurait dû avoir seulement 2 courbes. La courbe Cu2+, qui diminue, celle qui est là, et puis la courbe ici, qui augmente, et une seule courbe. Alors, cette courbe-là, en fait, c'est la dernière, celle-là. Cette courbe, c'est la courbe où on a le cuivre qui est accroché à 4 groupes NH3. Alors, comment cela se fait qu'on n'ait pas que 2 courbes, mais qu'on en ait beaucoup plus? C'est parce que la réaction avec 4 ligands, en fait, elle ne se fait pas directement comme si d'un coup on accrochait 4 ligands. Ces ligands NH3, en fait, on va les accrocher un par un à la fois. C'est-à-dire on va former successivement les complexes, d'abord avec un ligand, un NH3, puis avec 2 NH3, puis 3 et enfin 4. Donc la première courbe, quand elle descend, vous voyez qu'elle est remplacée par cette courbe-là qui monte. Donc ici vous avez l'intersection. L'intersection, c'est que vous avez fait à moitié cette réaction. Donc la première courbe qui monte, c'est quand vous avez accroché un seul ligand. Donc le cuivre, il va commencer par accrocher un ligand NH3. C'est cette courbe-là. Et ensuite, on voit que cette courbe, elle passe par un maximum parce qu'on a accroché un ligand. Et puis cette espèce-là, avec un seul ligand, elle diminue au profit d'une deuxième courbe qui monte. Donc cette deuxième courbe qui monte ici, c'est quand on a accroché un deuxième ligand. Puis cette courbe où on a 2 NH3, elle diminue au profit d'une troisième. Là, c'est qu'on a accroché le troisième groupe. Et à la fin, cette courbe-là, elle diminue au profit de la dernière. Et au maximum, on a accroché 4 ligands. Donc, vous voyez, on peut expliquer que NH3 s'accroche 4 fois sur le cuivre, mais ça ne va pas s'accrocher d'un coup. Donc, cette réaction-là, on appelle ça une réaction de formation, parce qu'on a formé le complexe, formation globale. Globale, ça veut dire en une étape, on a accroché les 4 ligands, mais en réalité,
on ne fait pas la réaction globale, on va faire des réactions successives, c'est-à-dire que le cuivre, il va d'abord commencer par s'accrocher à un premier ligand, puis un deuxième ligand, puis un troisième, puis un quatrième. Et vous voyez que les réactions, elles ne vont pas se faire les unes après les autres, elles vont se faire quasiment en même temps. Si les réactions, elles se faisaient vraiment les unes après les autres, Cu de plus, il sera arrivé à 0 au moment où cette espèce-là serait à 100%. Puis ensuite, cette espèce-là aurait atteint 0 au moment où celle-là atteignait 100%. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des arrondis, là, on aurait dû avoir des triangles, des angles droits, enfin, des angles pointus. Donc là, on voit que les 4 réactions successives vont se former un peu tout en même temps. Et à l'arrivée, quand le volume versé de NH3 est très important, au maximum, majoritaire, on va avoir l'espèce avec 4 ligands accrochés. Alors, on en arrive à la partie qui est un peu compliquée, parce qu'il va y avoir beaucoup de formules. Alors là, vous avez compris que quand on avait l'ion Cu de plus et qu'on essayait de lui accrocher des groupes NH3, on n'allait pas réussir à mettre les 4 groupes d'un coup, mais on va faire des réactions successives. C'est-à-dire, on accroche d'abord un seul ligand. Donc là, on n'est pas obligé de mettre l'indice 1, puisque de base, quand on ne met rien, c'est 1. On accroche le premier ligand. Puis à partir de cette espèce-là, qui est récupérée en dessous, on accroche un deuxième ligand. Donc dans le sens direct, on dit que c'est la formation successive. Successive parce qu'on va accrocher 4 fois, donc il y a 4 réactions. Et dans le sens retour, ah, là je me rends compte que j'ai inversé les flèches en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc formation, excusez-moi, formation c'est dans le sens direct. Et le retour, dissociation, disparition, c'est ici dans le sens retour. Donc on a 4 réactions successives et au final, à l'arrivée, vous aurez l'espèce où on a accroché au maximum 4 ligands. Alors le cuivre, il ne peut pas en accrocher 6, c'est comme ça. On s'est rendu compte qu'au maximum, on pouvait en accrocher que 3 et on a quand même un plan carré puisque les 2 autres places sont prises par des molécules d'eau. Mais là, on n'écrit pas les réactions de formation. Alors, on va, pour ces 4 réactions successives, donner des constantes de formation. Kf, c'est la constante d'équilibre de la réaction écrite dans le sens direct. Donc, on a un indice F, formation. Dans le sens retour, c'est soit disparition, soit dissociation. Ça tombe bien que ça commence par la même lettre, parce qu'on l'appelle KD. Le D, c'est pour disparition ou dissociation. Et l'indice 1, KF1, c'est pour la formation du complexe avec un NH3. Et KD1, c'est la disparition du complexe avec un groupe NH3. Donc, on a le même indice dans le cas de la formation ou dans le cas de la disparition. Et là, vous avez l'indice 2. KF2, c'est qu'on a formé le groupe avec 2 ligands. Et KD2, on a le même indice 2. On a dissocié ou détruit, ou on a fait disparaître le groupe avec 2 ligands. Alors KF, les constantes d'équilibre, c'est toujours l'activité des produits sur l'activité des réactifs. Donc le produit dans cette réaction-là, c'est cette espèce, et les réactifs, c'est ce qu'on a avant. Donc vous allez avoir un rapport avec la concentration du complexe au numérateur, toute seule, et en bas, on divise par les activités des réactifs. Donc, il y a Cu2+, et NH3. Attention,
ici, on a une somme, mais quand vous l'écrivez dans le cas de la constante, c'est remplacé par un produit. D'accord? Donc là, c'est une multiplication. Alors, vous avez compris que le complexe, on l'écrivait comme ça avec les crochets. Les crochets, dans le cas du complexe, ce n'est pas une concentration, c'est une notation. C'est pour dire que la charge de plus, elle est globalement répartie pour toute la molécule qui est entre crochets. Alors, normalement, ça, que j'ai coloré en bleu, ça aurait dû être le nom de l'espèce. Et quand vous l'appelez ici au numérateur, on aurait dû avoir la concentration de cette espèce-là entre crochets. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû rajouter des crochets à l'extérieur. On aurait dû le noter comme ça. La concentration du complexe. Avec le complexe, avec le premier crochet et le tout étant une concentration. Alors, comme on a la flemme, parce qu'il y a beaucoup de notations compliquées, le plus souvent, ça, on va le remplacer uniquement avec un seul crochet. Donc ça, quand vous l'avez dans une constante de formation, même si c'est écrit exactement comme le complexe ici, en fait, ça veut dire la concentration du complexe. Donc ça, c'est un peu un abus de notation. La même façon que quand vous avez cette expression, normalement, il faut diviser par C0. Vous vous rappelez, le C0, c'est 1 mol par litre. Donc là, normalement, on devrait écrire la concentration de ça divisé par C0. Et en bas, les concentrations de chacune divisées par C0. C'est-à-dire que pour que ça soit adimensionnel, en haut, il faudrait qu'il reste un C0. C'est comme s'il y avait 2 concentrations en haut sur 2 concentrations en bas. Et la constante, elle est adimensionnelle. Donc, c'est un peu cet abus de notation. On va laisser comme ça, entre crochets, un seul crochet, mais ce sera une concentration. C'est pour ça qu'on a la charge à l'extérieur, mais c'est juste la charge, hein, ce n'est pas un carré. Donc, cette première constante, elle a une valeur 10 puissance 4,13. 10 puissance 4, c'est une valeur très grande. C'est supérieur à 10 puissance 3. Donc, ça veut dire que la réaction de formation, dans le sens direct, cette réaction, elle est totale. Donc, dès que vous avez le cuivre qui voit passer un NH3, de façon totale, il va essayer de réagir avec. C'est pour ça que la courbe ici, le cuivre diminue au fur et à mesure qu'on a mis NH3. Il ne peut pas y avoir un cuivre seul s'il reste du NH3, puisque la réaction va être totale. Et inversement, la réaction de dissociation, ce serait écrite dans le sens retour. La constante de dissociation qu'on note KD1, ce serait l'activité des produits, ça c'est les produits si je suis dans le sens retour, c'est en bas, divisé par l'activité du réactif, c'est ça le réactif dans le sens retour, ça devrait être en bas, alors que là c'est en haut. Donc on voit bien que la constante de dissociation, KD1, c'est l'inverse de la constante de formation. Donc si KF1 vaut 10 puissance 4,13, KD1, c'est 10 puissance moins 4,13. D'accord? C'est comme si c'était 1 sur 10 puissance 4,13. Donc, toutes les constantes de formation, là, les 4 valeurs, vous voyez qu'on a des valeurs quand même grandes. 10 puissance 3,48, 10 puissance 2,87. C'est vrai que c'est plus petit que 10 puissance 3, mais c'est quand même dans le sens favorisé. Donc, la réaction se fait facilement. On voit d'ailleurs que les constantes là, elles diminuent et l'efficacité, elle diminue aussi, puisque là, on va très vite former le premier, le deuxième, le troisième, et à la fin, on a du mal à former le quatrième. Vous voyez, on n'arrive pas à 100%, le 100% qui devrait être ici, on n'arrive pas à l'atteindre. Donc, c'est pas
on n'a pas quelque chose qui est répétitif. Le volume nécessaire pour atteindre le quatrième, il est beaucoup plus long par rapport à chaque fois pour avancer à peu près du même volume. Donc on voit que la dernière réaction, même si elle est favorisée, elle n'est pas totale. 10 puissance 2, c'est une réaction qu'on appelle équilibrée. Donc dans le cas de la deuxième réaction, la deuxième constante de formation avec deux ligands, c'est ça le 2 qui est ici, les deux ligands qui sont là. Pareil, ça va être l'activité du produit, ça, divisé par le réactif. Donc vous allez avoir une écriture un peu plus longue maintenant, puisqu'il y a deux espèces avec des ligands. Donc c'est le produit avec deux ligands. Donc le 2, vous le retrouvez ici. Divisé par les deux réactifs. Donc c'est le premier fois NH3. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, si on voulait être rigoureux, tout ça, il faudrait l'écrire entre crochets. Ce serait la concentration du complexe. Donc souvent on le laisse comme ça parce que ça va plus vite. Et celui-là aussi, il aurait fallu mettre la concentration du complexe. On aurait dû mettre ça entre crochets. Mais on ne le fait pas. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a une multiplication. Alors que là, c'est une addition. Ça, c'est une erreur fréquente des étudiants, mais vous, vous êtes forts, vous ne les ferez pas. Donc, vous avez une constante qui est grande. Donc là aussi, la réaction est favorisée. Le troisième et le quatrième, ça va marcher exactement de la même façon. Donc, à chaque fois, on a le produit divisé par les deux réactifs. Donc, vous voyez qu'on a à chaque fois un numéro plus grand d'une unité entre celui du dessus et celui du dessous. D'accord? Il y a une unité d'écart. Et le plus grand numéro, là c'est 3, c'est celui qui apparaît ici. On a formé celui de plus grand numéro et on a détruit celui de plus grand numéro pour faire celui de numéro inférieur. Donc là, vous avez des réactions successives. Là, c'est pareil. Formation 4. Il y a un numéro d'écart avec celui d'en dessous. On forme le 4 à partir du 3. Donc, dans les exercices, on peut vous donner les 4 valeurs des constantes de formation successives ou alors, ça peut être à retrouver dans un exercice sur un graphique qui ressemblera à celui-là. Retrouver des valeurs. Donc, les constantes KFI correspondent aux formations successives avec I ligand. Donc, vous avez compris que le I qui est là, c'est le I maximum ligand autorisé. Donc, là, quand on en a 4, c'est plus grand que 3. Ce 4, c'est celui qui apparaît ici. Donc, KFI, c'est la formation successive avec I ligand en tout. Et l'inverse, KDI, ça correspond aux réactions de disparition ou dissociation, c'est-à-dire dans le sens retour, avec I ligand aussi. Et on les élimine un après l'autre. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre type de graphique. Les graphiques où on montre les domaines de prédominance des espèces. Alors, cette limite de prédominance, elle est tout à fait analogue à ce qu'on a avec les acides et les bases. Donc ici, je vous ai montré le graphique qu'on a dans le cas du pH. Y4-, c'est l'ion qu'on a vu tout à l'heure, le DTA, celui que j'ai qualifié d'araignée, avec 6 pattes maximum, qui complexait le calcium. Donc ce Y4-, si vous mettez les ions H+, avec, vous allez pouvoir le protoner, et en tout 4 fois. Et donc, H4Y, on va dire que c'est un tétraacide, puisqu'il pourrait libérer 4H+, et à l'arrivée, on a Y4-.
Et inversement, Y4-, on peut dire que c'est une tétrabase, puisqu'elle peut capter successivement 4 fois un hydrogène. Donc, l'ion EDTA, Y4-, il fait partie de couple acido-basique où on a 4 pK. pK1, c'est la constante de première acidité quand H4Y libère un H+, donc pK1 égale 2. Et ce trait-là, c'est la limite entre H4Y et celui d'à côté, la base, quand on a 50% de chaque. Ensuite, on a un pKa2 égale 2,7. C'est cette limite entre cet ampholyte qui est acide ou basique en fonction des conditions. Donc là, il est acide dans ce couple-là. Et si vous êtes pile à pH égale 2,7, il y a 50% de chaque espèce. Puis 6,2, c'est la limite. Bon, je n'ai pas respecté tout à fait les graduations, hein. C'était juste pour vous montrer comment ça marche. Donc là, pK3, c'est la constante de troisième acidité au moment où on lâche le troisième proton. Là, on a 50% de chaque. Et le dernier, pKa4, 10,2, c'est quand vous avez 50% de cette espèce par rapport à celle-là. Alors, le but, ça va être de faire un diagramme similaire à celui-là qui est dans le cas acido-basique. On va faire ça avec les complexes. Donc là, ce que vous constatez, c'est que le Y4-, EDTA, il a réussi à capter successivement 4 H. Eh bien, ça va être un raisonnement analogue à partir du cuivre qui aurait le même rôle que Y4-, et celui-là, il pourrait capter au maximum 4 NH3. Donc, vous voyez qu'on va avoir un raisonnement analogue, c'est-à-dire que ici, on va avoir le cuivre avec aucun ligand, et ensuite, on va accrocher successivement des ligands. D'abord 1, puis 2, puis 3, puis 4. Donc, on va avoir un raisonnement, au lieu d'être sur une échelle de pH, on va voir qu'on est sur une autre échelle, PNH3. Là, je vous ai un peu spoilé sur le résultat. Donc, le but, c'est de faire une analogie entre les pH que vous connaissez. Vous connaissez pH égale pK plus log B sur A. Avec le pK, ici, c'est la limite quand B égale A, la base égale l'acide. Donc, on va faire pareil avec les ligands. Donc, je reprends ma formation de complexe, ici. Et la constante Kf1, on a vu que c'était le produit divisé par les réactifs. Donc, vous avez cette expression-là. Moi, je vais m'intéresser à la limite entre, ici, Cu2+, et CuNH3 avec un seul NH3. Je m'intéresse à cette limite. Donc, pour m'intéresser à cette limite, si je suis dans l'analogie par rapport à ce graphique, cette limite, c'est qu'on avait 50% de chaque. On avait autant de l'un que de l'autre, et on est à cette limite. Donc, je vais dire pareil, si je suis sur cette limite, c'est que j'ai autant de l'un que de l'autre. Donc, à la limite de prédominance, j'ai égalité des concentrations entre Cu2+, et CuNH3 avec un seul ligand. Donc, dans la formule là que j'ai juste écrite de la même façon, si on a égalité des concentrations entre Cu2+, et puis l'autre, si on a égalité au moment où on se place à la frontière ici, si on a égalité, ça veut dire qu'on peut le simplifier. On le barre en haut et en bas, et au final, il va vous rester juste 1 sur NH3, puisque vous avez simplifié les deux concentrations ici. Au moment où on est à la limite, ici, à la limite, c'est 1 sur NH3.
Alors, cette valeur 10 puissance 4, c'est celle qu'on a donnée tout à l'heure, donc celle-là, elle est connue. Et vous avez 1 sur NH3 qui est égal à 10 puissance 4,13 et qui est aussi égal à 1 sur KD1. D'accord? Donc, ça, qui est différent, c'est uniquement à la limite de prédominance, ici, qu'on a le droit de l'écrire, puisqu'on a pu simplifier les deux concentrations du dessus et du dessous. Donc, on a fait une analogie avec la grandeur pH, potentiel hydrogène, H c'est pour hydrogène, potentiel hydrogène pH c'est moins log H+, ou moins log H3O+. Donc, on a défini le potentiel ligand. Là, ici, le ligand, c'est l'ammoniac. Potentiel ammoniac, PNH3. Donc, vous voyez que ça s'écrit, c'est comme si c'était pH, mais à la place de H pour hydrogène, on a NH3. Donc, PNH3 égale à moins log NH3. Donc, c'est de la même façon que pH égale moins log H+. Et moins log NH3, c'est comme si on avait moins log KD, et moins log KD, c'est PKD. Vous connaissez moins log KA, c'est PKA. PKA, c'est moins log KA. Donc PKD, c'est moins log KD. Là, vous voyez que KD, c'est égal à NH3. Donc, NH3, ça vaut combien? NH3, c'est 1 sur 10 puissance 4,13. Donc, NH3, c'est comme si c'était 10 puissance moins 4,13. Donc, log NH3, ça fait moins 4,13. Et moins log NH3, ça fait plus 4,13. Donc, ici, à cette limite, vous avez 4,13 sur un axe PNH3. PNH3, c'est moins log NH3. Et ça correspond à la valeur PKD. Alors, par un raisonnement similaire, à la limite entre ces deux, on va écrire, au lieu d'avoir KF1, on va écrire KF2. KF2, vous l'avez ici. À la limite entre ces deux concentrations sont égales. Donc, il va vous rester uniquement 1 sur NH3 égale 10 puissance 3,48 égale à 1 sur KD2. Et donc, vous voyez que par un raisonnement similaire, ici, la limite entre ces deux, ça va être égal au PKD2 3,48. Ça, c'est les valeurs que je vous ai données tout à l'heure. Puis, la limite entre ces deux, on va utiliser le KF3. Pareil, en simplifiant, on fait apparaître que c'est PKD3 et puis PKD4. Donc, toutes les valeurs que vous avez ici sur cette ligne, là, 4,13, 3,48, 2,87 et 2,11, c'est les valeurs de puissance qu'on avait ici, dans les réactions de formation. Donc, dans le cas des réactions acide-base, c'est les pKa qui sont sur l'axe de pH. Et dans le cas des réactions de complexation, c'est les pKd, dissociation, sur l'axe de PNH3. Donc, l'analogie entre les deux, c'est comme si le H+, ça jouait le rôle d'un ligand. On a accroché un H+, puis 2, puis 3, puis 4. Et en bas, on a accroché un ligand NH3, puis 2, puis 3, puis 4. Alors, le seul piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est les numéros, les numérotations. Attention, dans le cas des pKa, regardez les numéros, c'est bien dans l'ordre croissant des valeurs. Alors que dans le cas des ligands, les numéros, les indices 1, 2, 3 et 4, ils sont à l'envers, ils sont dans l'ordre décroissant des PNH3. Ça, c'est le piège. On a une analogie qui fonctionne assez bien. Le piège, par contre,
c'est que les numéros 1, 2, 3, 4, ils sont à l'envers des numéros d'acidité. Alors, je vais vous montrer une autre façon de placer les espèces sur cet axe-là. Donc, si vous vous placez à une valeur pH égale 0, pH égale 0, sachant que pH, c'est moins log H+, donc si pH égale 0, ça veut dire que le log H+ égale 0, donc H+ égale 1 mol par litre. Aux incertitudes près, puisqu'on a dit que la formule ne marchait pas vraiment si on en était à cette valeur-là, pH 0. Ça décroche à pH 1. Donc, mettons que là, on est 1 mol par litre. Donc, ça veut dire qu'on aura beaucoup d'ions H+. 1 mol par litre, c'est beaucoup. Le solvant, c'est 55 mol par litre pour l'eau. Mais 1 mol par litre, c'est beaucoup. En général, on a 10-1, 10-2, 10-3. Donc, si on est de ce côté de l'échelle de pH, ça veut dire qu'on a beaucoup d'ions H+. Et s'il y a beaucoup d'ions H+, s'ils ont vu passer l'espèce qui s'appelle Y4-, s'il y a beaucoup d'ions H+ dans la solution, ça veut dire que spontanément, ils vont s'accrocher au maximum sur l'espèce qui était supposée être présente en même temps, Y4-. Et donc, on a cette espèce-là, H4Y, qui est formée. Donc là, c'est un peu comme un piège, c'est pas logique. S'il y a beaucoup d'ions H+, ça ne veut pas dire que l'espèce ici s'est dissociée pour former des ions H+, ça veut dire que Y4-, on lui a accroché au maximum tout ce qu'on pouvait y accrocher d'H+. Les ions H+, ils sont extérieurs, ils sont peut-être formés par autre chose que par H4Y. Donc en bas, si vous avez un PNH3 petit, c'est pareil, c'est que vous avez en solution beaucoup de ligands NH3 disponibles. Et donc, si vous mettez un ion Cu2+, dans une solution qui contient énormément de NH3, c'est le cas si vous avez un volume versé important, si vous prenez du Cu2+, et vous mettez une énorme quantité de NH3, vous allez former majoritairement l'espèce avec 4 ligands. Donc, on retrouve ici, si vous avez beaucoup de NH3 dans la solution, alors on va former au maximum l'espèce où il y a le plus de ligands possible. Inversement, si vous êtes à pH égale 14, ça veut dire que H+ en solution, il vaut 10 puissance moins 14 mol par litre. Donc H+ qui vaut 10 puissance moins 14, sous-entendu, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Là, j'ai mis il y en a très peu. Il y a très peu d'ions H+ ou H3O+. Et donc, Y4-, même s'il avait envie de s'accrocher avec H+ ou H3O+, il ne pourrait pas puisqu'il n'y en a pas en fait dans la solution. Il n'y a que Y4-, il n'y a pas d'H+. Donc, si vous êtes à une valeur pH 14, c'est le maximum dans l'eau, il y a très peu d'ions H+, et donc toutes les bases seront sous cette forme-là basique, puisqu'on n'aura pas pu accrocher H+. Donc, en bas, de manière similaire, si vous êtes à une valeur PNH3 grande, ça veut dire qu'il y a très peu de ligands disponibles. Et donc, Cu2+, même s'il avait voulu s'accrocher avec NH3 parce qu'il aime bien, ça le stabilise, il ne pouvait pas puisqu'il n'y en a pas. Donc, on a bien ici une analogie avec là le cation métallique qui va successivement accrocher des ligands au maximum. Là, il y en a 4, mais ça pourra aller jusqu'à 6, puisqu'on a vu que l'indice de coordination maximum, c'est 6. Et l'analogie, c'est que le cation métallique, c'est comme si c'était une base qui, au maximum, peut accrocher un certain nombre de protons. H+, on note des fois H3+. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui? Là, on est d'accord que sur les diagrammes de pH et NH3,
c'est des prédominances. C'est-à-dire que par exemple, à un pK de 6,2, je pourrais très bien avoir un petit peu de H3Y-. C'est pas Alors, possible. oui, on en aura très peu. Alors, si on est sur cette limite-là à pH égale 6,2, étant donné qu'il y a un peu plus de 3 d'écart, on aurait moins d'1% de cette espèce-là. Ok, Moins de 1%. Donc, c'est vrai qu'il pourrait y en avoir un tout petit peu, mais en général, quand on est en dessous de 5%, on fait comme si on négligeait, comme s'il n'y en avait pas. ok, d'accord. Donc, ces diagrammes de prédominance, si on est sur cette valeur-là, c'est qu'on a égalité entre ces deux espèces. Ok, Alors, c'est vrai d'accord. qu'il pourrait y avoir 2% de celui-là et 2% de l'autre, mais à la limite, on a égalité entre ces deux. Donc, D'accord. même si on avait un tout petit peu d'un côté ou de l'autre, ça simplifie quand même ici dans la formule, parce que on ne barre pas parce qu'on est à 50%, on Et parce simplifie qu'il y a parce qu'on a égalité la des même valeur. concentrations. Voilà, c'est ça. Ok. Merci Donc, beaucoup. la valeur de prédominance, c'est bien qu'on a autant de l'une que de l'autre, et il peut y avoir les autres espèces. D'ailleurs, Corentin, c'était une bonne remarque, parce que là, on voit bien, les valeurs de prédominance, c'est au moment où vous avez égalité des deux courbes, la même valeur, et on n'est pas à 50%, puisque quand je suis à ce volume-là, on a déjà formé une partie du troisième. Inversement, là, je suis à la limite où il y a les mêmes valeurs, et vous voyez qu'il y a aussi dans la solution du Cu2+, c'est la courbe qui est là, et puis celui avec le complexe avec 3 ligands. Donc, les valeurs de prédominance, les limites, elles seront données à ce point, là, là, et là, c'est la quatrième. C'est les intersections avec les courbes, et on n'a pas forcément 50%, mais on a la même valeur entre l'une et l'autre. Alors, un exercice, soit on vous donne, il faut faire attention vraiment à ce qui est écrit en abscisse. Si c'est un volume versé de ligands, on va avoir des courbes. Au début, il n'y a pas de ligand. Et au fur et à mesure qu'on verse des ligands, on en accroche un, puis deux, puis trois, puis au maximum. On peut vous donner un exercice, une courbe comme ça, où regardez, ici, ce n'est pas le volume versé de NH3, c'est PNH3, c'est-à-dire potentiel NH3. Et potentiel NH3, justement, là où on a beaucoup de NH3, c'est de ce côté. Et là où on a très peu de NH3, c'est de celui-là. Donc, si on faisait la simulation de dosage qu'on a fait là, vous voyez qu'au début, on a Cu2+, c'est l'espèce qui est initiale dans le bécher, puis Cu2+ diminue et est remplacé par le premier ligand. Là, c'est parce que la chronologie, le temps, il va de ici à t égale 0 jusqu'à ici à t infini, on a versé un grand volume. Dans l'exercice en bas, là, la chronologie, elle est à l'envers. C'est-à-dire que à t égale 0, on est ici, on a 100% de Cu2+, vous voyez, on est de ce côté. Et au fur et à mesure qu'on va verser du NH3 dans la solution, le cuivre va se complexer par NH3. Donc, Cu2+ va diminuer au profit de l'autre courbe qui monte là, qui est celle avec un ligand accroché. Donc, ici, on a égalité des concentrations entre Cu2+ et celui avec un ligand. Et vous voyez que là, je suis inférieur à 50%, comme a dit Corentin, parce que même si on a la limite de prédominance avec ces deux-là, il y a une autre espèce, celle-là, mon pointillé noir là, celle-là, elle existe
et elle fait à peu près 10%, vous voyez. C'est ça qui manque pour arriver à 100%. Donc la limite de prédominance, ça ne veut pas dire qu'on n'a que ces espèces-là, mais qu'il y a égalité des concentrations. Donc ce pointillé-là, ça va correspondre à la limite qui est donnée ici. Là, vous voyez que la limite entre ces deux espèces, elle était à 4,13. Donc là, on va être à peu près à 4,13. Ici, là, au moment où les courbes se croisent, donc en exercice, on peut vous faire retrouver graphiquement les valeurs de PKD1, PKD2, 3 et 4 en vous donnant un graphique de ce type-là. Et évidemment, là, les courbes, j'ai identifié les espèces où on a le métal avec un ligand, puis 2, puis 3, puis 4. Mais en exercice, bien sûr, ce serait à vous d'identifier les espèces. Il y a 5 courbes, puisqu'il y a le cuivre tout seul, et ensuite jusqu'à 4 ligands. Donc, il y a 5 courbes à identifier. Et pour les identifier, pour raisonner, il faut raisonner comme si c'était un axe de pH. Quand la valeur est grande, c'est que du H, il n'y en a pas. Et donc, on a forcément l'espèce centrale toute seule. Donc là, on fait pareil. Si le NH3, c'est la valeur maximum, ça veut dire que du NH3, il n'y en a pas. Ici, du NH3, il n'y en a pas. Donc, forcément, le métal cuivre, il est tout seul. Donc, l'espèce à 100%, c'est le cuivre tout seul. Et au fur et à mesure que celui-là diminue, c'est au profit de cette courbe-là. Donc, la première courbe qui monte, ça va être celui avec un ligand. Puis, quand cette courbe avec un ligand diminue, on voit que c'est au profit de celle en pointillé noir. Donc, ça, c'est celle avec 2 ligands. Puis, elle diminue, on a celle avec 3 ligands. Et enfin, la dernière. Donc, graphiquement, ici, vous avez l'intersection, ça va correspondre à PKD1. Ici, la deuxième intersection, ça va correspondre à PKD2. Donc là, on est quasiment à 3,5. Hein. Donc graphiquement, vous auriez dit 3,5. La valeur exacte étant 3,48. La troisième intersection, c'est PKD3. Donc là, on voit qu'on est à peu près à 2,8, 2,9. La valeur exacte, c'est 2,87. Donc évidemment, dans un exercice, si c'est à vous de retrouver les valeurs, on accepte que vous ayez des valeurs à peu près égales à celle-là. Vous ne pouvez pas trouver 4,13 ou 3,48. Vous allez trouver des valeurs à peu près par lecture graphique. Et le dernier, 2,11, à peu près 2,1 quoi. Donc vous voyez que là, les limites de prédominance, on n'aura jamais 50%. Les limites de prédominance. C'est au moment où les courbes se croisent. Et il peut y avoir effectivement d'autres espèces, quand les courbes se croisent, il y a un petit peu des autres. Donc là, je vous ai défini les réactions successives, c'est-à-dire ce qui se fait en vrai. Un cuivre va être complexé d'abord par un ligand, puis 2, puis 3, puis 4. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 6. Mais il y a des exercices où on fait intervenir des constantes globales. Et les constantes globales, c'est comme si la réaction, on l'avait fait en une fois. C'est comme si instantanément, on était passé de Cu2+ à celui avec le maximum de ligands. La réaction globale, c'est celle que j'avais écrite ici dans le cas du dosage. Je vous avais dit qu'au maximum, le cuivre, il peut s'entourer de 4 NH3, ça fait un plan carré. Mais expérimentalement, quand on met en présence Cu2+ et les ligands, on voit qu'ils s'accrochent les uns après les autres. Et là, sur ce diagramme, l'échelle PNH3, elle est à l'envers du volume, puisque volume versé 0, quand il y en a très peu, on est ici. Et au fur et à mesure qu'on verse du NH3
la quantité NH3 versée augmente. Et ici, à la fin, en solution, il va rester beaucoup de NH3. Et s'il y a beaucoup de NH3, le cuivre, il va se complexer au maximum. Donc, en exercice, on peut vous définir les réactions globales, qu'en général, on va noter bêta, mais ça peut se noter différemment aussi. Donc, si on vous dit que la constante globale, on l'appelle K, eh bien, dans l'exercice, vous l'utiliserez pareil. Voilà. Mais en général, le plus souvent, c'est une notation définie. Les constantes globales, on les appelle bêta. Donc, là, j'ai réécrit les 4 premières lignes. C'est les 4 réactions successives qui vont avoir lieu. C'est celles qui correspondent au graphique, celles qui correspondent à la vraie vie. Et les constantes de réaction, c'est à chaque fois le produit divisé par les réactifs qu'on multiplie. Avec ici la notation simplifiée, hein, où on n'a pas mis les crochets, il manque des crochets normalement. Donc là, vous avez les 4 constantes de formation. Je n'ai pas redonné les valeurs parce que ça ne rentrait pas, mais ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on peut vous donner un exercice, la constante globale bêta 4. Bêta 4, ça veut dire, c'est comme si la réaction, on supposait qu'avec une baguette magique, en une étape, on avait accroché les 4 ligands d'un coup. Donc là, je vous ai montré avec les exemples, avec les graphiques, que ce n'était pas possible d'accrocher les 4 ligands d'un coup. Mais donc ça, c'est une modélisation. Comme d'habitude, les constantes d'équilibre, c'est des valeurs qu'on a déterminées expérimentalement. Et là, on peut déterminer une constante globale comme si instantanément, on avait mis le cuivre en présence avec un maximum de NH3. Alors, la constante globale bêta 4, comment elle va s'écrire? Eh bien, comme d'habitude, c'est le produit divisé par les réactifs. Donc, le produit, c'est l'espèce qui est là. Donc, c'est la concentration du complexe. Il manque les crochets. Divisé par les réactifs. Donc, les réactifs, ce qui est différent par rapport à tout à l'heure, c'est que comme il y a 4 NH3, c'est comme si on avait Cu2+, plus NH3, plus NH3, plus NH3, plus NH3. Et comme on va les multiplier, les termes qui sont au dénominateur, le fait qu'il y ait 4 NH3, ça va faire NH3 puissance 4. Donc là, on est dans un exercice où on suppose qu'on vous a fait trouver les valeurs des 4 PKD, graphiquement avec ces valeurs que vous avez déterminées. Donc, si PKD égale 4,13, ça veut dire que KD, c'est 10 puissance moins 4,13, et donc KF, c'est 10 puissance plus 4,13. Donc, cette valeur, maintenant, vous la connaissez. Dans l'exercice, vous savez que KF1, c'est 10 puissance plus cette valeur d'intersection. La deuxième, KF2, la valeur, c'est 10 puissance plus 3,48. KF3, 10 puissance 2,87. Et la dernière, 10 puissance 2,11. Donc, ces 4 valeurs numériques, vous les connaissez. Et le but, ça va être de vous faire retrouver la valeur numérique de cette constante globale. Alors, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de l'espèce où il y a 4 ligands. Et l'espèce où il y a 4 ligands, le seul endroit où ça apparaît, c'est là. Donc, vous voyez que bêta 4, on peut l'exprimer par rapport à KF4. Puisque dans KF4, vous avez ce terme dont on a besoin dans bêta 4, et c'est le seul endroit où il apparaît. Et il apparaît au numérateur, donc il est dans le même sens. Donc bêta 4, ça va être formé à partir de KF4.
Attendez, il va arriver. Voilà. Donc bêta 4, il est formé à partir de KF4. Mais il n'est pas formé que à partir de KF4. Parce que si vous notez KF4, vous avez fait apparaître ce terme en bas. Ce terme en bas, il n'y en a pas besoin, il ne le faut pas. Et NH3, vous en avez mis un, mais il en faut 4. Alors, comment faire disparaître ce terme? Puisque KF4, on sait qu'il y est de base. Donc, il faut faire disparaître ce terme. Or, ce terme, vous voyez qu'il apparaît ici, avec 3 ligands. 3 ligands, c'est le seul autre endroit où il apparaît. Donc, pour neutraliser ce terme qui est apparu en bas au moment où vous utilisez KF4, vous allez devoir multiplier par KF3. Et si vous faites le produit KF3 fois KF4, vous voyez que ce terme-là, il va se simplifier en faisant KF3 fois KF4. Et le NH3, maintenant, vous en aurez 2. Vous aurez au carré. Donc, si vous faites KF3 fois KF4, vous avez bien fait apparaître ce terme. Ce terme-là, il est apparu brièvement, mais vous l'avez neutralisé avec celui-là. Par contre, maintenant que vous avez KF3 fois KF4, vous avez ce terme. Or, ce terme, on ne le veut pas. Alors, pour l'éliminer, ce terme, eh bien, regardez, il apparaît ici. Donc, il faut multiplier ce qu'on a déjà par KF2 et vous neutralisez ce terme-là. Et le NH3, il va apparaître maintenant 3 fois. Au moment où vous avez multiplié par KF2, vous avez fait apparaître ça, dont on n'a pas besoin. Je vous rassure, c'est le dernier coup que je fais. Après, c'est fini. Donc, ce terme vient d'apparaître quand vous avez multiplié par KF2. Et pour le faire disparaître, eh bien, il apparaît ici. Donc, au final, on voit que si on multiplie les 4 constantes KF1, KF2, 3 et 4, on aura CU de plus qui va rester celui-là, parce qu'il apparaît que dans cette expression. Donc, quand on a multiplié les 4, on aura bien ici le CU de plus, parce qu'il est venu de là, et il ne s'est pas simplifié. Les NH3, vous en avez un ici, fois celui-là, fois celui-là, fois celui-là. Donc, si vous multipliez les 4 expressions, vous avez bien les NH3 qui vont se cumuler et qui vont faire finalement puissance 4. Et tous les termes intermédiaires, avec un ligand, il s'est simplifié. Avec 2 ligands, il s'est simplifié. 3, il s'est simplifié. Il ne reste que 4. Donc, finalement, bêta 4, ça, en exercice, on peut vous demander de le redémontrer. C'est le produit des constantes de formation que vous aurez déterminées peut-être grâce au graphique. Donc, si on fait l'application numérique, les constantes KF1, 2, 3 et 4, les valeurs, soit vous les avez données, soit vous les avez déterminées graphiquement. Et quand vous faites la multiplication, 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance fois A plus B. Ça revient à faire une addition, en fait, entre tous les puissances, et ça vous fait 10 puissance 12, 12 et demi. Donc, on constate que la constante de formation globale, elle est très grande. Ça veut dire que le métal, il va avoir une forte affinité avec les ligands et les réactions, en général, sont facilitées. Ça veut dire que le métal, il attend qu'une chose, c'est qu'il fasse une réaction avec les ligands. Le fer d'hémoglobine que vous avez dans votre corps, dans le sang, il attend de capter l'oxygène au poumon et après il l'apporte dans tout l'organisme. Mais si jamais le fer que vous avez dans l'hémoglobine voit passer du cyanure ou voit passer du monoxyde de carbone, ça risque de s'accrocher dessus à la place de l'oxygène et ça fait des dégâts.
Voilà. Puisque les réactions d'un métal avec des complexes, en général, elles sont très faciles. Donc, les 2 dernières pages, c'est des exercices à chercher tout seul. Comme d'habitude, si vous n'y arrivez pas par rapport à mes corrections, je pourrai détailler les corrections. Donc là, c'est un exercice similaire à la démarche que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'on vous donne des courbes où on vous dit que c'est avec du cobalt et puis les espèces contenant du cobalt. Au maximum, il y en a 6, avec n variant de 1 à 6. Donc, vous avez 7 courbes à identifier. La première chose à regarder, est-ce que c'est un axe qui dit le volume versé ou est-ce que c'est un axe potentiel ligand? Donc là, vous voyez que c'est un axe PL, potentiel ligand. Donc, ça veut dire que si on est de ce côté, pour un volume 9, ça veut dire que de ce côté, du NH3, il y en a très peu. C'est l'analogie à ce que j'ai dit là. Si le PNH3 est grand, ça veut dire qu'il y a très peu de ligands. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a très peu d'NH3. Donc, vous avez dans la solution du cobalt et très peu de NH3. Donc, finalement, le 7, c'est du cobalt tout seul, puisqu'il n'y a pas de ligand. Et au fur et à mesure que vous allez reculer sur cet axe PNH3, c'est que vous augmentez la quantité de ligands. Et si vous augmentez la quantité de ligands, successivement, vous allez en accrocher un ligand, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Donc, vous voyez, là, on n'a pas de ligand, donc il n'y a que du cobalt. Et à l'opposé, on a un excès de ligand NH3 dans la solution. Donc, ici, on a l'espèce avec le maximum de ligands autour. Et à chaque fois que vous aurez les intersections sur les courbes, graphiquement, on est un peu en dessous de 50%. À chaque fois, on est à peu près vers 40%. Ça veut dire, comme disait Corentin, qu'il y a d'autres espèces aussi. Mais la limite de prédominance, ça vous permettra de trouver les constantes KF. Donc, à la question 4, on vous demande de déterminer graphiquement, au niveau des intersections, les valeurs de KF. Puis ensuite, on vous demande la constante globale, bêta 6. Donc, par rapport à tout à l'heure, c'était bêta 4 parce qu'on avait 4 ligands accrochés. Cette fois, il y en a 6. Donc, bêta 6, c'est le produit de ces 6 constantes KF. OK? Voilà. Donc, cet exercice, ça ressemble exactement à la démarche que j'ai utilisée. Donc, ça devrait être faisable. Ensuite, là, vous avez un exercice où on vous donne directement la constante bêta 6. Donc, si on vous donne directement la constante globale, ça veut dire que les 6 ligands qui doivent s'accrocher, vous voyez, c'est le même indice 6 là et là. C'est le même indice. Donc, ça veut dire que dans cet exercice, vous n'étudierez pas les réactions successives. Vous ferez directement, c'est comme si le nickel accrochait d'un coup les 6 ligands. Et donc là, on ne va pas parler de réaction successive. On va juste utiliser la réaction globale, c'est-à-dire analogue à ça. En une fois, on accroche le maximum de ligands. Donc ici, en une fois, on accroche 6 NH3. Voilà, nommer le complexe, vous avez vu comment on faisait tout à l'heure. Donc après, on vous pose une question. Et ensuite, vous avez les exercices suivants où on a à la fois des réactions de complexation et puis autre chose. Donc le premier, on fait intervenir un solide. Donc c'est un exercice où il y a à la fois le chapitre sur les solides, les précipités, c'était celui d'avant, et puis celui sur les complexes. Donc on a un précipité AgCl et en formant un complexe, on va le redissoudre. Donc on fait le complexe Ag avec 2 NH3. Vous voyez qu'on l'a écrit là entre crochets. Donc on a un solide qui doit être dissous par formation d'un complexe. Là aussi c'est pareil. Les deux exos ils sont différents, mais c'est le même principe. AgBr solide,
à la place de AgCl. Et le ligand, cette fois, c'est du S2O3 de moins qui va faire un ligand, alors que là, c'était du NH3. Donc, vous voyez que c'est exactement similaire. Et vous avez la constante bêta 2 avec 2 ligands. Donc, ces deux exos, ils sont assez similaires. Et les deux derniers, c'est des réactions où vous avez à la fois les complexes et en même temps de la redox, de l'oxydoréduction. Alors là, on a un complexe avec I2 et des ligands I-. Alors, c'est vraiment une exception, on peut dire, parce qu'en général, la première chose que je vous ai dit dans le chapitre, c'est qu'un complexe s'était formé à partir d'un ion central métallique. L'iode, ce n'est pas un métal. Mais on peut considérer dans cette réaction que c'est comme si on accrochait les ligands sur un atome central, puisqu'on a une réaction, vous voyez, qui est similaire. Un atome central, N ligands accrochés. Donc là, c'est un petit peu un abus de langage de dire que ça forme un complexe, puisqu'il n'y a rien de métallique. Bon, de toute façon, le prof a toujours raison. Donc l'énoncé qui est écrit comme ça en vous disant que c'est un complexe, vous acceptez et vous ne dites pas que ce n'était pas métallique. Donc cet exo, il était posé comme ça, même si c'était un abus de langage. Donc le but, c'est d'identifier la valeur de N. Et c'est de l'oxydoréduction. Donc on vous guide quand même pas mal. Et le but, c'est de trouver la valeur du nombre de ligands ici. Et le dernier, c'est aussi de la redox. Donc vous avez à nouveau un axe PNH3 ici. Donc attention, de ce côté, il n'y a pas de NH3 et de ce côté, il y en a beaucoup. Mais de toute façon, on vous donne les valeurs des courbes. Et pareil, vous allez devoir graphiquement trouver les valeurs de KF1, KF2 en regardant au point d'intersection des courbes. Ah non, en fait, on vous les donne, là, je vois. Non, non, vous ne devez pas les trouver, mais vous devez expliquer pourquoi il y a une courbe ici qui est très petite. Et après, vous avez de la redox avec une électrode d'argent et on vous dit qu'on mesure un potentiel, une différence de potentiel, là, avec le voltmètre. Donc, si on mesure une différence de potentiel et qu'on a mis une électrode d'argent, c'est obligé que le couple redox qui intervient ici, c'est Ag plus Ag. Puisque pour avoir un potentiel, il faut qu'il y ait les deux formes ox et red du couple. Et donc là, vous avez forcément le couple Ag plus Ag. Et d'ailleurs, on vous donne le potentiel ici, potentiel standard. Voilà.